Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de FOM, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de foot, de football au féminin. Nous parlerons du lycée, de réforme du collège, de sciences de la vie et de la terre. Nous parlerons de la Coupe du monde de football au féminin, peut-être de Wendy Renard aussi. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 femme. Voilà, avec moi sur le plateau de FOM, deux femmes, deux invités, Gladys Caster, Élysée, avec nous. Comment ça va, Gladys? Je vais bien, merci Barbara. Ça va? Oui, ça va. Bon, ça va. Et puis, il y a aussi Charlène Marie-Jeanne. Comment ça va, Charlène? Ça va, Barbara. Merci d'être là, mesdames. Merci. Merci. Je suis sûre qu'on va passer un excellent moment en votre compagnie. Je vais vous demander de vous présenter. Qui c'est qui commence? Charlène? Non, Charlène cède la parole à Gladys. Donc, Gladys Casca-Élysée, je suis professeure de sciences de la vie et de la terre au lycée Joseph Zobel depuis 2017 et j'enseigne depuis 2004. J'ai premièrement enseigné dans un collège pendant longtemps, 14 ans, au collège Édouard Glissant au Lamentin. Et puis, depuis 6-7 ans, donc au lycée. Voilà. Alors, on disait ça hors caméra. Donc, le lycée Joseph Zobel, c'est à Rivière-Salée, Oui. d'où on a une vue extraordinaire sur une bonne moitié de la Martinique. Absolument. Et c'est vrai que, bon, au-delà du fait d'avoir des journées trépidantes, parfois, il faut prendre le temps de se poser parce qu'on ne se rend pas compte de la chance que l'on a. Donc, voilà, dans ce se beau poser pays. de ce beau pays, et de regarder un petit peu à l'horizon et de voir le paysage magnifique que ça nous offre tous les jours. Parce qu'on voit la plaine, on voit effectivement la mer des Caraïbes, Oui. la plaine du Lamentin, Fort-de-France, on voit les pitons, Pitons. on voit des fois la montagne montagne Pelée Pelée. aussi derrière. Absolument. Et qu'est-ce qu'on y fait au lycée Joseph Zobel? C'est un lycée général? Alors, c'est un lycée général et professionnel, donc c'est un LPO. Et on a aussi des sections sportives, donc pôle rugby, pôle volley. On a aussi du post-bac, donc des BTS. Ok. J'ai l'impression que tu cèdes la parole là Non, à non. Charlène, parce que tu as parlé des pôles sportifs. Et voilà, C'est donc on vrai, donne la c'est parole à vrai. Charlène. bien, Charlène, j'ai- est-ce que tu peux te présenter? Parce que toi, le sport, tu connais. Oui, je connais le sport, plus singulièrement le football. Eh bien, je me présente, Charlotte Marie-Jeanne. Je suis conseillère technique en charge du développement, l'animation des pratiques, plus simplement le foot jeune, le foot d'animation et bien sûr le foot féminin. On dit CTR, en fait, pour aller vite. Oui, conseillère technique régionale, c'était. Et donc, tu es placé où? Tu es placé auprès de qui Alors, je suis cadre fédéral, donc je dépends de la Fédération C'est pour française ça que tu as un gros FFF, là? et de la Ligue de football de Martinique. Je ne Oui. suis pas cadre d'État. D'accord. Je suis Tu es pas plutôt CTS. Noël Le Graët. Enfin, je dis ça par provocation. Non, Je dirais Diallo. oui, maintenant, c'est Diallo. Donc, il y a sur l'intérim. C'est Tout Philippe à fait. Diallo. Philippe Diallo. Donc, tu es donc conseillère technique, donc chargée effectivement de l'animation, des pratiques, et notamment des pratiques au féminin du football. Pas seulement Pas au seulement. féminin, il y a le football féminin, bien sûr, il y a le football d'animation des tout petits, le football jeune des ados, et puis d'autres dispositifs fédéraux tels que des labels, le projet éducatif fédéral aussi. Donc, tout ce qui est lié au football de manière générale, c'est vrai que j'ai en charge ce pôle-là, mais je travaille de manière transversale sur, par exemple, le pôle formation détenu par Yannick Desmontil et du DTR Barrio Bocali qui est en charge des sélections d'une manière générale, les pôles et puis les centres de perfectionnement. C'est compliqué, hein? Inès, non? Il faut connaître, c'est le schéma Il y régional, a il faut beaucoup de connaître. techniques, mais on a l'impression que c'est une espèce d'écosystème. Alors, il y a les U14, les U15, les U17, il y a le pôle outre-mer avec... Alors, tu as travaillé, tu as entraîné aussi des gens? Oui, j'ai entraîné. Donc, j'ai eu avant tout un parcours de joueuse. J'ai joué Voilà. en mixité. Oui. Donc, j'ai mon frère qui travaillait, qui était éducateur. Donc, et le terrain se trouvait à côté de la maison familiale. Donc, c'était le passage obligé. Donc, j'ai joué au foot, effectivement. Tu es arrivé à pilote? C'est arrivé à pilote. Ouais, je suis pilotine du Sud, effectivement. J'ai touché à d'autres disciplines, notamment le basket. J'ai fait du judo, le hand, mais c'est vrai que c'est le football qui m'a rattrapée. C'est vrai que je suis issue d'une famille de footeux. Ma mère, mes frères Ah et bon, sœurs. ta mère Donc, aussi? elle était supportrice vraiment du Racing Club de Rivière-Pilote. Et puis, j'ai mes frères qui ont joué, qui ont entraîné. Donc, c'est vrai que... Toi, tu es un peu footeuse? Gladys? Alors, j'ai joué pour le plaisir, pas en club. Après, j'ai un père qui est Footeux aussi? footeux. Voilà. Il soutient qui ici? Il soutient qui au national? Alors,
au départ, enfin, son club on va dire de cœur, c'est la Samaritaine, hein, puisque c'est un Samaritain. Et on sait que tous les Samaritains soutiennent la Samaritaine. Voilà. Après, le national, il regarde, ça l'intéresse, mais je ne crois pas qu'il ait forcément un club de prédilection. Et toi, et toi? Alors, moi non plus, je n'ai pas de club de prédilection, mais chez moi, les gens sont, comme on dit chez nous, Marseillais. Et toi, Charlotte? Quand on est bien, c'est leader pilote, on est quoi? Oui, alors je suis On est PSG ou bien on est Marseille? le Racing, et puis de par mes fonctions, j'accompagne tous les clubs, donc tous les clubs de Martinique. Et puis c'est vrai, au niveau national, le PSG qui déçoit quand même, et puis bon, l'épopée des Verts Saint-Étienne et puis Bordeaux, bon, de manière générale. Pourquoi ils ont trop d'argent, le PSG? C'est à quoi? Moi, je suis profane, hein, je pose toutes les questions. Donc, excusez-moi les gens qui aiment bien le PSG. Mais non, mais pourquoi tu dis qu'il déçoit? Pourquoi? Oui, parce que bon, l'objectif depuis quelques années, c'est cette fameuse Ligue des Champions, et à chaque fois, voilà. Donc, il faut faire un recrutement peut-être un peu plus judicieux, et puis on verra pour l'année prochaine. Et je crois qu'il faut qu'ils revoient leur copie. Enfin, pour moi, le foot, c'est un sport collectif, et on ne peut pas mettre des individualités sur un terrain. Il faut que les gens jouent ensemble. Tant qu'il n'y aura pas de mayonnaise. C'est vrai, voilà. C'est vrai, c'est le collectif qui fait gagner, et non les individualités, je te rejoins. C'est clair. Pourquoi, alors, toi, tu nous as expliqué pourquoi tu es venu au foot, c'est familial. Donc, toi aussi, papa, il est très footeux, mais bon, tu as choisi l'enseignement. C'était une vocation ou pourquoi tu as choisi l'enseignement? C'était une vocation. Alors, j'avoue que c'est venu peut-être ma dernière année du lycée. C'est vraiment en terminale que j'ai décidé d'être professeur. Donc, je suis passée par plusieurs phases. J'ai voulu être pilote de l'air, j'ai voulu être journaliste, puis archéologue. Et puis, j'avoue que je ne me souviens pas pourquoi. Voilà, en terminale, je me suis dit, non, moi, ce que je veux faire, c'est enseigner. Et donc, je suis partie dans mes études dans cet objectif-là. Et tu as passé donc tu as fait une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie. Oui. Parce qu'on a dit que tu es professeur certifié donc en matière de SVT, oui. Donc sciences et vie de la Terre. Oui, c'est ça. Moi, à l'époque où j'ai passé mon bac, il n'y avait pas ça. Il y avait biologie, il y avait techno, mais il n'y avait pas sciences et vie de la Terre. En fait, c'est contextualisé, c'est lié à notre époque, en fait. Absolument. On apprend quoi, au fait, quand on fait sciences et vie de la Terre? On apprend... Alors, en fait, c'est très vaste. Donc, dans les sciences de la vie, on apprend aussi bien tout ce qui touche le vivant, donc végétal, animal, mais être humain. Donc, toutes les grandes fonctions de l'être humain, mais aussi, on apprend donc, dans la partie sciences de la Terre, tout ce qui est géologie, géodynamique externe, donc volcanisme, tectonique des plaques, voilà. Donc, c'est vraiment très vaste dans le domaine des sciences. J'ai dit sciences et vie de la Terre, non, c'est sciences de la vie et de la Terre. C'est ça. Et donc, tu as eu donc, ta maîtrise de biologie, donc biologie cellulaire, on l'a dit, et tu as obtenu ton CAPES. C'est ça. Le CAPES, c'est le concours, en fait. Oui, c'est le concours pour enseigner. Et alors, c'est dur, le CAPES. Oui, donc déjà, comme son nom l'indique, c'est un concours, donc c'est sélectif. Il faut être parmi les meilleurs. Voilà. Donc, il ne suffit pas d'avoir la moyenne comme un examen. Donc, il faut être sélectionné. Donc, le concours se fait en 2 phases. Il y a d'abord une sélection à l'écrit. Et si donc, les notes permettent de passer la barre de l'écrit, à ce moment-là, donc, on passe l'oral. Et l'oral se fait donc, sur Paris pour le concours externe. Et à ce moment-là, et après, c'est les notes globales, donc la moyenne globale qui va permettre de classer les candidats et de déterminer, en fonction des places disponibles, qui a le concours ou pas. Et tu as eu l'occasion de... Alors, quand tu passes le CAPES, donc, tu es revenu directement ici pour enseigner? Alors, pas tout de suite. J'ai d'abord fait une année de stage dans le Gers. Et ensuite, je suis rentrée. D'accord. Est-ce qu'on a beaucoup entendu parler de la crise des vocations, notamment des profs de maths, par exemple. Je crois que cette année ou l'année d'avant, il y avait beaucoup plus de... Précisément, là, tu parles du concours compliqué, mais il y avait plus de places disponibles que de candidats. Est-ce que dans ta discipline, c'est le cas, ou bien il y a encore des vocations? Et qu'est-ce qui explique cette crise Alors, dans ma discipline, il y a encore des vocations. Maintenant, ce qui explique la crise, je pense que c'est la crise de l'éducation. De façon générale, je crois que les jeunes étudiants, compte tenu des exigences du concours et compte tenu ensuite de la réalité de terrain, ils ne veulent plus faire ça. C'est quoi la réalité de terrain? C'est-à-dire que, alors, maintenant, les exigences du concours, donc c'est un bac plus 5, puisque maintenant on est passé depuis quelques années à la LMD en termes de réforme, donc licence, master. Et donc, avec un bac plus 5, notamment pour les mathématiques, les étudiants se disent, mais moi, je préfère avoir un bac plus 5 et faire une école d'ingénieur
travailler dans une grande entreprise Je vais gagner plus d'argent. où je vais gagner plus d'argent au lieu de faire prof. Parce que réellement, c'est ce que les jeunes vous disent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon salaire. Et c'est puis le la salaire. qualité de vie. Et la qualité de vie. Parce que, bon, est-ce que toi, parce que vous êtes des éducatrices, hein, toutes les deux, c'est vrai que peut-être qu'ils se disent aussi les jeunes sont compliqués, les jeunes sont durs, il y a peut-être les parents qui sont encore plus compliqués qu'avant. Si vous avez un problème, j'ai vu d'ailleurs en venant ici qu'il y avait ça se passe en France, qu'il y a un parent qui est venu menacer un gamin de lui couper la tête, enfin quelque chose d'inouï. Donc les parents eux-mêmes, parfois, ils partent dans les aigus, on va dire, pour être tout à fait sobre. Est-ce qu'il y a effectivement cette population que vous encadrez a changé? Est-ce que c'est ça qui expliquerait, Charlène, la crise des vocations dans certains domaines? À notre niveau, si je fais un parallèle par rapport au monde associatif, il y a une crise de bénévolat. C'est vrai que l'accompagnement du jeune, c'est pas évident. C'est pas évident. Et pourquoi c'est pas évident? Parce que effectivement, il y a il faut pas se le cacher, il y a quelques dérives au niveau des parents. Bon, il y a l'abandon pour certains, et puis... l'abandon des parents, l'abandon des enfants, quoi. Ils se désintéressent du sort de leurs enfants. Ils les lâchent à l'école, ils les lâchent au club. Et certaines remontées qu'on a des éducateurs, par exemple, certains parents déposent les enfants comme c'était à la crèche, et puis voilà. OK, en fait, c'est des activités occupationnelles, comme on dit. Voilà, et puis, donc, il n'y a pas de regard et tout ça. Voilà. Ouais. Donc, il y a cet aspect des choses. Et puis, c'est vrai que on est dans un monde où, avec les médias, enfin, il y a tellement Tu dois de le dire, même si c'est sur un plateau de télé. Tu peux dire ce que tu veux. Donc, c'est vrai que on est confronté au quotidien à quelques dérives, mais c'est vrai que... C'est ta réalité à toi, Charlotte, ça? Ou bien c'est un propos généraliste? Non, je pense que c'est généraliste. Hein, c'est généraliste. Mais la tienne de réalité, c'est ça ou pas? Non, c'est vrai qu'on peut avoir un ou deux cas isolés, mais bon, on est dans l'accompagnement, c'est ce qui est important dans l'accompagnement, et puis l'écoute, surtout, et puis dans l'échange, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de directif et de descendant, et on essaie d'accompagner au mieux, c'est ce qui est important. C'est la relation aussi qui a changé finalement, non? C'est vrai qu'il y a une relation qui a changé entre l'éducateur et celui qui est éduqué, entre les parents et l'éducateur, mais je crois aussi qu'on a un changement sociétal de façon générale dans les mentalités et qu'un jeune d'aujourd'hui qui a une vingtaine d'années, il a d'autres... En fait, on parle de crise de vocation, je crois que c'est vraiment ça. Maintenant, on n'a plus forcément de personnes qui ont des vocations, besoin de se dévouer aux autres. Ce que je veux, c'est d'abord mon bien-être, voilà. De manière individuelle, et ça passe notamment par un salaire important. Et puis pas trop me prendre la tête avec des copies, même si je n'ai pas d'heures de cours en présentiel, mais il y a plein de copies, il faut faire les cours, préparer, il y a le stress, il y a le burn-out, il y a celui qui est malade, etc. Donc c'est tout ça, en fait, c'est vraiment un changement sociétal. Et si c'est à refaire, tu le referais, toi? Alors, aujourd'hui, oui, je le referais. D'accord. Je le referais parce que c'est vrai que j'aime ça. OK. Ouais. Très bien. Premier stop, jingle focus. Retour sur le plateau de Femmes avec Charlène et Gladys. Là, je vous emmène tout à fait ailleurs. On regarde cette bande-annonce donc, de la nouvelle série de Netflix. Ça s'appelle African Queen. C'est la première saison, s'intéresse à Njinga. C'est tout simplement super. Née à une époque sombre, une guerrière, une reine, une femme destinée à diriger. Il n'y a aucun esclave dans mon royaume. Elle a farouchement défendu son royaume contre les puissances européennes. Le roi est menacé. Le roi sera toujours menacé. Où l'esclavage menaçait de décimer un continent. Notre peuple se bat contre l'extinction depuis sa naissance. Devenant un phare dans la nuit pour son peuple. Je n'ai strictement rien à perdre. Ce qui me rend très dangereuse. Qu'est-ce que tu veux? Le genre de pouvoir qui fera une différence dans la vie de mon peuple. Ne laissons pas ces nouveaux étrangers douter un instant de qui je suis. C'est un vrai tour de force de sa part. Njinga était la mère de la nation. Elle aimait son pays. Et pour cela, elle a fait de grands sacrifices.
Njinga a été la seule dirigeante africaine à être reconnue par les dirigeants européens au pouvoir comme une femme roi. Je pense à elle comme étant probablement l'une des plus grandes guerrières et femmes leaders que ce monde ait jamais vues. C'est important que son nom soit reconnu. Donc African Queens, donc extraordinaire. Moi, j'ai bingé voilà, les 4 épisodes sur Netflix. C'est un docu-fiction, enfin une docu-série. Donc c'est un mélange de fiction avec cette extraordinaire actrice qu'on voit, dont je n'ai pas retenu le nom, mais qui incarne donc Njinga, donc première femme roi d'Afrique, dans un pays qui est le royaume du Ndongo, en fait, l'actuel Angola. Donc c'est le royaume d'Ndongo et de Matamba. L'histoire se passe au XVIIe siècle, donc parce que Njinga en fait est né en 1581 et le film commence en 1617, quelque temps donc après l'arrivée des Portugais donc dans le royaume de Ndongo. Et Njinga est la fille du roi. Et donc voilà, donc c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de résistance de cette femme qui résiste aux Portugais, et on le dit dans la bande-annonce, donc finalement qui se soumet à des sacrifices inouïs. Elle se fait, par exemple, baptiser. Elle est obligée de vraiment pallier, enfin comment dire, de composer avec les Hollandais contre les Portugais, donc stratège, guerrière, etc. Et alors je veux juste signaler, avant de vous donner la parole, mesdames, donc que ce docu-série donc a été donc produit et raconté par Janda Pinkett Smith, donc une femme, et qu'il est réalisé par 2 femmes et scénarisé par 2 femmes, Tina Garavi et Victoria Adeola Thomas. Voilà, donc moi je vous vraiment, si vous avez la possibilité d'aller voir ça, de regarder ça, puisque ça se passe sur Netflix, l'histoire, une certaine histoire qui nous est racontée sous forme vraiment actuelle. Je crois que tu connaissais Njinga. Oui, j'ai vu il y a quelques années, hein, ça fait vraiment très longtemps, j'étais tombée sur un film documentaire Njinga et ça m'avait vraiment scotché à l'époque, mais je ne connaissais pas du tout. Et je me souviens, ça m'avait tellement scotchée et surprise que j'avais même proposé à ma fille d'appeler une de ses poupées noires Njinga. Okay. Voilà. Ouais. Parce que je me dis qu'il faut... En fait, c'était une façon aussi pour moi de lui transmettre en fait, cette histoire-là et puis qu'elle retienne aussi le prénom. Oui. Voilà. Très beau prénom d'ailleurs. Tu connaissais cette histoire, Charlène? Non, je ne connaissais pas, mais je vais suivre le film. Ah oui, moi je ne connaissais pas. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, et qui est peu dit, parce que ce qu'on remarque, donc, c'est à la fois, alors, elle se fait baptiser, parce qu'elle est stratège. Je ne vais pas spoiler, mais elle se fait baptiser parce qu'il faut trouver des solutions, parce qu'il y a l'esclavage massif qui se pratique. Les Portugais qui sont féroces et très, très, très cruels. À un moment, elle fait alliance avec les Hollandais, finalement, bon, ça capote un peu, parce que son but, c'est de libérer son peuple. Oui. Les Portugais sont arrivés en disant « Allez, je veux 5 000, 10 000, 11 000 esclaves parce que j'ai des choses à exploiter au Brésil, mes mines au Brésil, etc. Donc, j'ai besoin d'esclaves. » Donc, c'est la guerre. Et elle dit non. Elle dit non, elle s'oppose à ça. Mais elle est obligée de composer. Elle est obligée de composer. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une pratique de l'esclavage dans ces royaumes africains, mais ce n'est pas l'esclavage comme l'ont pratiqué les Occidentaux. Et il y a des moments très, très, très difficiles pour elle. Oui. Parce que ses ennemis, c'est les Portugais, mais les Hollandais sont là. Comment elle fait? Enfin voilà, c'est extraordinaire. On apprend vraiment des choses. Et j'ai l'impression que notre histoire aujourd'hui, à l'heure du cinéma, passe par là, quoi. Oui, c'est vrai. Pour atteindre les nouvelles générations, pour avoir accès à ces histoires qu'on ne connaît pas, Charlène. On ne nous a jamais raconté ça. Non, pas du tout. On ne nous a jamais raconté ça. Hein. Vulgariser, voilà, donner accès à tout le monde à ces genres d'histoires, ça passe aussi par ce genre de production. C'est clair, oui. C'est clair. Voilà, donc, oui. Pardon? Non, j'ai retenu Njinga. Njinga. Et puis l'actrice est formidable. Et puis il y a beaucoup d'interviews de spécialistes, donc angolais, britanniques, américains, des sommités d'ailleurs de l'histoire, et notamment de cette période donc du 17e siècle, parce que l'histoire commence en 1617, je l'ai dit. Voilà, jingle, mot de femme, on continue. Alors, Charlène, c'est vrai que l'actualité est presque surchargée d'informations sur le foot. Il y a les micmacs, changements. On a évoqué ça vite fait tout à l'heure. Philippe Diallo qui assure l'intérim après le départ ou la démission. La démission, c'est de Noël Le Graët, donc qui est pris dans des filets de harcèlement, etc. Et puis la montée de Wendy Renard, hein, qui est finalement, j'ai envie de dire, la Zidane du foot féminin.
et qui a dit non, je ne peux pas continuer, donc, notamment par rapport à la sélectionneuse, Corinne Diacre, qui elle aussi a été débarquée, démise. Et puis il y a la Coupe du Monde. On n'a jamais autant parlé de foot. Hein. Oui, c'est vrai qu'on aurait préféré parler du foot féminin sur le terrain, la partie sportive, mais c'est vrai que, bon, c'était quelque chose qui était latent hein, depuis un moment. Il y avait déjà, avant Wendy, hein, si on fait la genèse, il y avait déjà Gaëtan Tiné, il y avait Sarah Boadi, même Amandine Henry et Eugénie Le Saunière qui avaient déjà des problèmes avec la sélectionneuse, hein, Corinne Diacre. Pourquoi? Parce qu'elle est dure. Mais il se dit, ce n'est pas une grande communicante, même avec son équipe. Avec son staff, c'est assez compliqué. C'est quelqu'un qui a peut-être trop tendance à fonctionner seul et ne pas communiquer suffisamment. Et c'est vrai que quand tu as quand même Wendy Wen au départ, quand elle arrive, elle donne le brassard à Amandine Henry, une coéquipière à Wendy, sans qu'elle ait échangé avec elle. C'est déjà quelque chose de fort pour peut-être marquer son territoire, enfin, sa manière de fonctionner. Et on a vu que même pour la Coupe du Monde féminine qui a eu lieu en France, la meilleure joueuse, Katoto, la Parisienne, n'avait pas été retenue dans la liste. Donc, c'est vrai que je pense qu'au départ, c'était un petit peu compliqué. Et même quand elle a essayé de rattraper le coup, d'après ce qu'on a vu, ça n'a pas été. Donc, voilà. Mais elle est sacrément. Elle a beaucoup de poids, Wendy Renard. Ah Parce oui, que d'un côté, tu as Zidane qui, alors, comment il s'appelle, Noël Le Graët qui dit du mal de Zidane, quelques jours après, les choses s'accélèrent un petit peu pour lui. Wendy Renard qui dit, moi, je ne veux pas continuer dans ce groupe. Corinne, même si effectivement ça lui perdait un petit peu au nez, mais bon, les choses n'ont pas traîné non plus, non? C'est vraiment la cadre du groupe. Oui, c'est vrai que quand même, Wendy Renard, c'est quand même une personnalité hein, très influente sur et en dehors du terrain. Et c'est vrai qu'elle a des qualités de leader. D'ailleurs, dès qu'elle a fait sa déclaration, on a vu 4 autres joueuses qui ont suivi, qui ont emboîté le pas. Donc, c'est ça. Après, c'est vrai que bon, la forme peut être discutable par rapport à la manière dont les choses ont été amenées. Mais bon, c'est vrai que quand elle parle d'atteinte à sa santé mentale, ça quand même interpelle. Et je pense qu'il est peut-être plus facile de démettre une personne qu'une équipe. Et sachant que la France n'a pas encore gagné grand-chose avec sa sélection nationale. Rien du tout. J'ai regardé, voilà, je n'ai pas fait celle qui connaît, enfin qui était spécialiste. À 4 mois de la Coupe du Monde et à 1 an des JO. Oui, donc la Coupe du Monde a lieu en Australie, en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Donc il y en a eu 9. Coupe du Monde féminin. Donc les États-Unis, championnes 4 fois. La Norvège 1 fois, le Japon 1 fois, l'Allemagne 2 fois et nous, Cupwick. Tout à fait. Donc, alors que l'équipe de Lyon est la plus critiquée. 15 fois championne de France, donc, 8 Ligues des avec Champions. Les meilleures joueuses, donc on a bon espoir et on espère que... Là, il y aura... Mais elle ira finalement, Wendy Renard, du coup, si ça change? Je pense que c'était la condition et que, bon, l'heure où la nouvelle sélectionneuse va justement, je pense que récupérer toutes les meilleures joueuses, hein, de toute manière, il faut être performant et puis pour essayer d'aller gagner. Tu as suivi un peu l'actu, cette actu-là? Oui, j'ai suivi un peu, effectivement, puisque de toute façon, même si je ne suis pas directement, mon fils vient me raconter tout ce qui se passe. D'accord. Donc oui, et puis, alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est que de toute façon, quand on a une joueuse telle que Wendy Renard qui intervient sous les ondes, hein, je crois que c'est une décision qui est vraiment réfléchie, que ça ne se fait pas comme ça. Et puis elle est backée par les gens, elle est soutenue par les gens. On dit que Jean-Michel Aulas est derrière... Oui, disons que dans la commission, c'est lui qui est chargé du football féminin au COMEX, avec quand même 2 anciennes joueuses à l'INRIERA, la trésorière, et puis la Guadeloupéenne Laura Georges. Donc, ce sont quand même des personnalités qui ont sondé, je crois, les filles hein, pour savoir ce qu'il en était réellement, et bon, à l'unanimité. Oui. Ça a même été relayé ici localement. Je veux dire, il y a quand même des personnalités martiniquaises qui sont intervenues sous les ondes pour soutenir notamment la démarche de Wendy Renard. Parce qu'on rappelle, alors on va le dire parce qu'on n'a pas dit, hein, pour ceux qui ne s'intéressent pas au foot, hein, Wendy Renard est martiniquaise. Elle est née à Schellcher, elle a évolué ici. Et en fait, elle a été détectée. Comment elle a été détectée, Charles? Alors, disons que Wendy a commencé à jouer en mixité à l'essor
à l'essor Préchotin, puisqu'elle est du Prêcheur, avec son cousin Patrick Cavelan, l'actuel entraîneur du club franciscain. Donc, elle a commencé à jouer et on a décelé des qualités chez elle. Et c'est vrai que lors des regroupements, puisque j'intervenais sur les sélections de jeunes masculins, et elle a eu l'occasion de faire partie de ces stages-là et on a vu qu'elle avait des qualités. Donc, on a proposé qu'elle puisse intégrer le pôle Outre-mer à 15 ans, 15 ans et demi. Donc, c'est au François, c'était la seule fille. Et on a vu qu'elle avait effectivement d'énormes qualités. Et puis surtout un mental. Alors, c'était plus des qualités athlétiques, hein, très bonne dans les duels et quand même très bonne dans les relances. Et au niveau technique, elle s'est beaucoup améliorée. On a vu ses qualités de passe longue, pied droit, pied gauche, et puis son jeu de tête. Alors, pour l'anecdote, pour le jeu de tête, justement, quand elle a été détectée pour l'INF à Clairefontaine, on était là, Guy Michel Nizas et moi, on passait notre DEF, et donc on l'a vue à l'œuvre. Et effectivement, je me souviens de cela. Et Elisabeth Loiseau lui dit, Wendy, il faudrait que je te dise de monter sur les corners avec ta taille quand même. Et je pense que ça l'a marqué parce qu'on voit comment elle a quand même combien de buts de la tête. Et depuis, on voit quand même que c'est quand même un sacré leader. Et puis, c'est une personnalité. Et on en est fiers. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on parlait tout à l'heure peut-être des lacunes de Mme Diacre pour gérer, manager une équipe de forte tête. Bon, c'est vrai que c'est... de quoi a besoin un champion, en fait? De quoi a besoin un champion dans un groupe? Quelqu'un avec le tempérament de Wendy Renard, donc probablement du respect, de la reconnaissance. Alors, l'approche est différente pour avoir entraîné les filles et les garçons, même sur les formations. Oui. Peut-être qu'on a tendance à faire, pourtant c'est une femme, hein, copier-coller l'entraînement des garçons, le management. Or, c'est très différent et pour les femmes, c'est beaucoup de communication. À la limite, un entraînement à la carte, beaucoup de communication. Et je pense qu'à ce niveau-là, elle a failli. Et quand même, tu as des joueuses cadres, tu dois quand même t'appuyer sur certaines joueuses pour quand même naviguer. D'accord. Gladys, les jeunes d'aujourd'hui, on parlait des vocations, des faux des vocations, le changement même de la mentalité, de l'envie, du désir des profs, mais les jeunes d'aujourd'hui. Un jeune, donc tu as beaucoup enseigné au collège. Là, on va parler aussi de la réforme. Donc, tu as été formé à la réforme du collège, mais là, il y en a une nouvelle là, qui arrive. Il y a une nouvelle. Oui. Une nouvelle. De quoi ont besoin les jeunes aujourd'hui? Toi, quand tu arrives dans ta classe, tu te dis, je vais répondre à quoi, à quel besoin? Alors, je crois que la première chose qu'il faut, c'est vraiment attirer donc leur attention, c'est capter leur attention. Parce qu'en fait, on a une génération qui a du mal à être focus. Elle est sursollicitée, on a un cerveau qui est sursollicité par diverses informations et en fait, il faut recentrer. Donc, la première chose, c'est d'arriver à les recentrer. Ils ont besoin d'apprendre à se centrer, en fait, sur quelque chose de bien précis. Et une fois qu'on arrive à capter ça, là, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment, on va dire, la principale chose. Et après, les jeunes, l'accès à la connaissance, on en avait discuté en ligne, c'est vrai qu'elle est facile, puisque maintenant, avec tout ce qu'il y a, Internet, les réseaux sociaux, on a accès à la connaissance. ChatGPT. Mais arriver justement à les intéresser, ils ont besoin de sentir que ce qu'ils apprennent, contrairement à nous, que ce qu'ils apprennent, en fait, est important et utile. Les élèves, ils me disent, madame, mais moi... À quoi ça sert? À quoi ça sert, ça? Ça va me permettre de gagner de l'argent. À quoi ça sert, ça? En fait, c'est la question qu'ils posent. S'ils n'y voient pas un intérêt quasi immédiat, ou même si c'est à long terme, mais en tout cas, s'ils n'y voient pas un intérêt, ils décrochent. Mais alors, dans ce cadre-là, j'entends ce que tu dis. Où est la place pour la culture générale? Parce que à quoi ça sert? Si je vais gagner mon pain avec ça, mais ma culture générale. Finalement, il n'y a plus de place pour la culture générale? Alors, je crois qu'il y a de la place pour la culture générale, mais eux, ils n'y voient pas tout de suite l'intérêt. En fait, la génération qu'on a là ne voit pas tout de suite cet intérêt-là, en fait. Donc, je pense qu'on peut les y emmener de manière détournée. Donc, d'abord, peut-être leur montrer, donc voilà, leur capter l'attention. Puis les emmener à voir éventuellement l'intérêt d'apprendre telle ou telle chose. Et une fois qu'on a ça, là, on peut élargir sur la culture générale. Voilà, on est obligé de faire ça. Parce que apprendre pour apprendre, bof quoi.
là, on est une génération pour laquelle c'est difficile. D'ailleurs, ça se voit, hein, même avec les enfants, même à la maison, hein, Oui. ils apprennent pour un instant donné. Oui. J'ai une évaluation demain, j'apprends. Oui. Une fois que Oui, l'évaluation, oui, oui, je oui. suis sortie, l'évaluation est terminée, c'est fini. C'est Hein. fini, d'accord. Alors que nous, on se souvient de nos tables de multiplication, on se souvient Mais il y de a certaines évolué, choses. hein, évolué. Voilà. Alors que eux, c'est vraiment de la mémoire Oui, immédiate. Voilà. Non, mais ça, c'est lié aussi aux nouvelles pratiques. Je pense. Mais alors, tu disais que désormais, effectivement, la connaissance, enfin, on a des milliards de données, de data qui sont disponibles. On est en train de parler, même nous adultes. Ok, Absolument. on achète. Ah oui, mais regarde, j'ai oublié. Comment s'appelle cette actrice et tout. Attends, 2 secondes, ça. tac, 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 Google ou l'autre, etc. C'est ça. Et tu as la réponse. Est-ce que la, comment dire, la fonction ou l'image ou le, comment tu dis ça, le personnage plutôt du professeur, de l'enseignante, n'est pas remise en question? Est-ce qu'il ne faut pas jouer, si tu veux, comment dire, trouver des astuces pour affirmer, si tu veux, ta légitimité, à leur dire c'est important, c'est pas seulement l'examen. Est-ce que c'est plus compliqué ou pas? Oui, c'est plus compliqué parce que effectivement, dans cette nouvelle génération, de plus en plus, ils sont tout le temps en train de remettre en question Ton pouvoir, ton autorité. l'autorité, mais de tout, l'autorité de L'autorité. l'enseignant, mais l'autorité de l'adulte en général. Avant, c'était quelque chose d'acquis. Oui, Voilà, tandis que là, ce ne l'est plus. oui, tout à fait. Mais je crois que c'est parce que c'est de la manière dont nous vivons, dans la manière dont même nous, les adultes, nous faisons avec les jeunes, nos propres enfants. Je me souviens, il y a une époque où, lors des repas de famille, il y avait d'un côté la table des adultes et d'un côté la table des enfants. Oui. Les enfants ne se mélangeaient pas aux conversations d'adultes. Maintenant, tout est mélangé. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Je dis juste que que ce sont des mœurs qui ont changé et qui font que forcément le jeune, il a une autre approche forcément de l'adulte que nous avions de Mais toi, l'adulte. ça te challenge, toi, ça te challenge. Mais tout le temps, Oui. tout le temps. Ouais. Moi, voilà, mais je suis au cœur de mon métier. Oui. C'est la pédagogie. Donc, c'est comment amener les élèves à apprendre. C'est Alors, vraiment ça. pour préparer l'émission, Charlène, j'ai demandé à Gladys de m'envoyer donc une mini bio, un CV. Alors, il y a 4 pages, mais en fait, elle a un nombre incalculable de petites formations, de formations courtes. C'est incroyable. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins 60, quoi. Bien sûrement. Des formations, formations de formateurs. Alors, en plus, tu es référent, tu es tutrice, etc. Mais sortie de terrain, prise en main d'outils numériques, formation des tuteurs, pédagogie inverse et l'SVT, interdegré, utiliser les expéditions en classe, expéditions scientifiques. Enfin, c'est un truc incroyable. Donc, tu te formes en permanence, mais c'est extraordinaire, c'est bien. Oui, parce qu'en plus, j'ai une discipline qui évolue. J'ai une discipline de terrain. Oui. On est dans un pays tropical. Moi, j'estime qu'on ne peut pas enseigner les sciences de la vie et de la terre en restant enfermé dans une salle de classe. Non. C'est juste pas possible. Donc, il faut amener les enfants sur le terrain. Et effectivement, dans notre formation, puisque j'ai été formée sur la France hexagonale, ben, il y a le côté, effectivement, apprentissage du terrain local qui m'a manqué quand je suis rentrée. Parce que, mine de rien, ben, quand je vais en sortie dans les Pyrénées, ce n'est pas tout à fait les mêmes terrains qu'en Martinique. Et donc, même les espèces végétales. Donc, il a fallu que je me réadapte au contexte local, que je réapprenne ben, chez moi. Voilà, pour pouvoir apprendre à mes élèves à connaître ben, chez eux. Donc, tu Voilà, parles beaucoup de leur terrain. biodiversité. Absolument. Parce que c'est un terrain de jeu incroyable. Absolument. Incroyable. Et oui. Incroyable. Et alors, les enfants, on disait ça tout à l'heure, que les générations avaient changé, etc. Il y a une question, je voudrais qu'on parle 2 minutes de la réforme du collège que tu as vécue, mais il y en a une là qui est faite parce que, voilà, c'était quoi, en février, en janvier, le ministre, le nouveau ministre Papendia, c'est ça, il qui annonce- prévoit une autre réforme. Ah oui, pourquoi? J'ai vu ça. Et tu sais, est-ce que tu sais pourquoi, Charlène, il y a une nouvelle réforme? Non. Alors, la réforme, c'est que, alors le ministre te dit, donc c'était, je crois que c'était en janvier, en fait, il est intervenu. Et le collège, c'est l'enfant, alors réforme du collège, l'enfant malade du système éducatif. Problème de maths, problème de français, les apprentissages de base. Fondamentaux. On n'est pas bon. Nous passons à lire, nous passons à compter en 6e. Donc il y aura une réforme et notamment une nouvelle 6e. Donc dès septembre 2023, des professeurs des écoles interviendront en classe de 6e pour favoriser la transition entre l'école et le collège et soutenir l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Chaque élève bénéficiera d'une heure hebdomadaire de soutien ou approfondissement. Et puis le dispositif devoir fait, qui était déjà en place, mais pas obligatoire, qui va devenir obligatoire. Mais c'est dramatique. Oui, nous sommes d'accord. Le problème des apprentissages fondamentaux, c'est un problème qui est récurrent, qui date de pas mal d'années. Et en fait, ça déteint sur tous les autres apprentissages. Quand on ne maîtrise pas la langue, on ne peut rentrer dans aucun autre apprentissage. Mais il ne faut pas que les gens se vexent.
c'est pas l'histoire de la Martinique, c'est la Mais France. c'est- Nous oui, pas bon, mais la oui. Martinique, nous pas bon non plus. Donc, parce qu'on a l'impression, je le dis, des fois, on a l'impression qu'il ne faut pas dire les choses qui ne vont pas. On a des problèmes, on a des problèmes de base. Donc, est-ce que c'est de nature, d'après toi, ces choses-là, à améliorer les choses, à améliorer la situation? Alors, oui, puisqu'il y a une véritable problématique, je crois qu'il faut chercher des solutions. Donc oui, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut que chacun d'entre nous ait une prise de conscience qu'on a un problème avec la langue, notamment. Il faut que les enfants recommencent à lire. Et puis dicter, ils vont remettre la dictée, Eh la oui. dictée, la dictée, la Oui. dictée. Oui. Lecture, dictée. Il faut La lecture base, dictée, c'est la base. Oui. On ne peut pas avoir de vocabulaire sans ça. Mais il faut lire. Ben oui, Mais les enfants ne lisent pas. c'est ça le problème. C'est ça le problème. En fait, je suis obligée parfois de reformuler mes consignes Ah oui. en essayant de trouver 50 synonymes possibles pour un mot. Et par moment, je me heurte toujours à leur incompréhension. Donc souvent, ils me disent, madame, je ne comprends pas. Et moi, je suis souvent perplexe devant leur Sur les mots, incompréhension. sur les Devant mots. leur incompréhension. Moi, je ne comprenne pas qu'ils ne comprennent pas. Et donc, et en fait, c'est un problème de langue, Oui. en réalité. Mais sur des mots, comment dire, C'est des même mots pas- qui sont basiques. C'est ça, on est sur du langage courant. Je ne suis Courant. pas sur un langage soutenu. Ouais. Oui. Par exemple, juste, enfin, je dis ça parce que j'ai eu l'exemple il n'y a pas si longtemps, mais sur des adultes, hein, le mot diaspora, c'est un mot c'est un mot compliqué d'après toi? Non. Parce qu'on est diaspora, les Juifs sont diaspora, les Noirs sont diaspora. Ben, figure-toi que j'ai eu à faire le test il n'y a pas longtemps, diaspora, sur 3 personnes, quelqu'un de 15 ans, quelqu'un de 29 ans et quelqu'un de plus âgé, ils ne connaissent pas. Donc, on va aller vers des choses peut-être plus basiques, mais c'est vrai que la dernière réforme du collège, c'était quoi? Alors, la dernière réforme du collège, c'était mettre l'accent. Donc, il y avait toujours l'accompagnement personnalisé, c'était mettre l'accent sur le numérique, puisqu'on était dans l'ère du numérique. C'était mettre l'accent aussi sur l'oral, parce qu'on avait constaté que les Français, les élèves français n'étaient pas bons à l'oral. Oui. Donc voilà, favoriser la démarche de projet, favoriser l'interdisciplinarité, donc décloisonner un petit peu les disciplines pour donner du sens Oui. aux enseignements. Parce que finalement, je ne fais pas des maths pour faire des maths, je fais des maths au service de. De- Et ça, Voilà. on répond aux besoins des jeunes. quoi. Voilà, et je crois que c'était. Après, dans les faits, c'est toujours difficilement palpable à mesurer est-ce que ça a été efficace ou pas, mais c'était ça l'objectif. Est-ce qu'il faut, je dis ça, mais est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi, tu vois, le système en France, je ne sais pas comment ça se passe dans le pays, mais la note à tout prix, est-ce que ça, c'est... Appréciation, Alors, mais il ça, faut c'est sélectionner, puisque après, les gens, ils vont faire des études, etc. Mais est-ce qu'on est en point? Est-ce que finalement, ce n'est pas dissuasif, ces histoires? Je ne sais pas. Mais je crois que le poids de la note, justement, on parlait des enfants et de leur intérêt face à l'apprentissage. Eh bien, le poids de la note, forcément, vient contrarier l'intérêt de l'apprentissage. Parce qu'au final, Ah oui. ce qui compte, c'est la note, et non pas l'apprentissage en lui-même. J'apprends pour avoir une Voilà, bonne et note. après, j'oublie, Ouais, quoi. c'est vrai. Donc, j'ai le 10, j'ai le 20, et après, je passe à autre chose. Voilà, et en fait, c'est ça. Et c'est vrai que au lycée, en particulier, et notamment avec la réforme du lycée et Parcoursup, qui fait remonter les bulletins du premier et second trimestre, on a un poids de la note qui est quand même assez extraordinaire, et les enfants sont focalisés sur leurs notes. Oui. Mais Ça bon, mais devient c'est la priorité. Ouais, mais c'est le système, malheureusement. Voilà. OK. revoir. Qu'est-ce J'ai que dit à revoir. Ah oui, à clairement. revoir. Alors, Charlène, on revient à toi. Je suis tombée sur un article du Parisien l'année dernière. On parlait de la performance de nos jeunes, en fait. Je ne sais pas, c'était dans quel cadre. On était dans le championnat de la CONCACAF, Tout à fait. avec donc les jeunes des moins de 15 ans, Tout à qui se fait. sont très, très bien débrouillés. Et puis, je lisais qu'il y avait quand même un problème pour l'après, c'est-à-dire que comment dire, il n'y avait pas de championnat, je crois. Enfin, il y a des sélections, mais il n'y a pas de championnat ici. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait à 16, 17 ans? Comment on suit nos jeunes? Comment on fait émerger d'autres Wendy Renard? Est-ce qu'aujourd'hui, on a organisé pour ça? Alors, je parlais du schéma régional. Oui. Alors, on a des jeunes qui jouent en mixité Oui. très tôt. Donc, après, pour les meilleurs, elles peuvent intégrer ce qu'on appelle des centres de perfectionnement. Ici? Alors, oui, en Martinique. Donc, c'est une fois dans la semaine dans des secteurs géographiques où on fait un travail technique, en plus des entraînements en club et des matchs. Dans la continuité, on a, pour les filles, hein, même, on a le parcours aussi pour les garçons, on a la section sportive au Collège Belle Étoile depuis 10 ans, à Saint-Joseph, où les footeuses se retrouvent scolarisées en classe de 5e, 4e, 3e.
Donc, D'accord. elles ont un emploi du temps adapté et puis elles ont aussi un entraînement hors temps scolaire sur le site d'hébergement du lycée Acajou 2. Voilà. Et puis, on a, dans la continuité de ce parcours-là, on a les lycéennes. Alors, j'expliquais à Gladys qu'on a des difficultés parce que ce n'est pas une section sportive, puisque c'est le ressort de l'éducation nationale. Donc, c'est une classe sport foot féminin où les filles postulent pour effectivement avoir quand même un emploi du temps avec beaucoup de pratiques. Où est-ce? Quel lycée, tu dis? Lycée de Bellevue, c'est ça. D'accord. Bellevue. Ok. Donc, elles se retrouvent à jouer, à s'entraîner, comme pour une section sportive, avec le même cadre, le soutien scolaire qui est pris en charge, le suivi médical, le transport, dans ces conditions-là. Mais on se heurte à un problème de... Déjà, on n'a pas de dérogation à la carte scolaire. Celles qui veulent postuler, c'est en fonction du secteur géographique qu'elles peuvent intégrer. Il faut qu'elle soit près de Voilà, Bellevue? Bellevue. Ça, c'est un premier problème. Et puis, donc, au niveau du statut, ça, c'est clair. Donc, c'est des difficultés. Et puis, l'harmonisation des emplois de temps. Donc, on ne peut pas les avoir régulièrement. Et il y a combien de places? À l'idéal, on aurait aimé avoir une vingtaine pour qu'elles puissent... De toute manière, on a des secondes et des premières. Donc, l'idéal, c'est pour travailler dans de meilleures conditions pour qu'on ait quand même... Mais là, ces jours-ci, en fait, on a actuellement, ça fonctionne. Oui, on a, mais on n'a pas le groupe escompté. Et puis, par rapport au fait qu'elles ne puissent pas être libres sur les temps dédiés au foot, c'est un peu problématique. Voilà. Comment on fait bouger ça, du coup? Ouais. Parce que voilà, on en discutait et je lui disais que je trouve que la problématique des sportifs scolarisés en Martinique, c'est une vraie problématique. Bien sûr. On a des gamins, on nous demande d'avoir une exigence en termes de sport, de compétitivité, qui vont peut-être être détectés et devenir des sportifs de haut niveau. Et de notre côté, on a un système en fait d'éducation qui est encore dans des carcans, donc on a beaucoup de mal à harmoniser les emplois du temps. Et on a des élèves qui sont juste épuisés, pressurisés, parce qu'ils ont finalement le même emploi du temps que les autres, plus la partie sport. Tout à fait. Mais alors, dans quelles conditions on fait émerger précisément nos pépites, nos étoiles, nos futurs Indiana? On essaie quand même, tout de même. Donc, il y a quand même une détection qui est faite au niveau régional, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et les meilleurs sont sélectionnés pour Clairefontaine, pour une détection au niveau national. Donc, et alors, comment ça se passe, la détection? Est-ce qu'il y en a chaque année? Qui c'est qui fait ça? Alors, oui, avant, on avait des sélections de chaque région, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Maintenant, on prend vraiment les meilleurs parce que c'est une détection. C'est les meilleurs. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Comment ça se passe? Il y a des sessions? Donc, comme on fait des regroupements, on a des sélections, on profite des vacances scolaires. Et puis, normalement, celles et ceux qui sont en section sportive sont censés être les meilleurs qui peuvent espérer le haut niveau. Donc, c'est ça aussi. Donc, et les meilleurs sont regroupés lors d'un stage Antilles-Guyane. Et vraiment, après, on prend les meilleurs Antilles-Guyanaises pour compléter une sélection ultramarine avec les autres bassins, Réunion, Mayotte et puis Tahiti. Et alors, sur les traces de Wendy Renard, il y a beaucoup de jeunes filles qui s'engagent dans le foot? Oui, c'est vrai qu'avec le Covid, on a eu une régression. C'est vrai qu'avec le problème du vaccin et tout, on a eu beaucoup de pertes de licenciés. Mais depuis cette saison, il y a un retour et on a quasiment un équilibre par rapport à ce qu'on avait en termes d'effectifs il y a 2 ans. Maintenant, par rapport à Wendy, c'est vrai qu'il y a eu quand même Emeline Laurent, qui a joué à la Samaritaine d'ailleurs, qui a été en équipe de France et qui a un parcours intéressant. Il y a aussi Mylène Tarieux, qui a joué à l'UJ Monero Racing aussi, qui est actuellement à Rodez. Mais puis, il y a d'autres qui partent. Il y a l'année dernière, justement, vous m'avez posé la question par rapport à cet article. Parce que, de par notre proximité, la Ligue de Martinique est intégrée à la CONCACAF. Donc, on participe de ce fait aux compétitions de la CONCACAF et on a participé justement au championnat U15 de la CONCACAF, c'était à Tampa. Et c'est vrai qu'on a eu un bon parcours, on a été éliminé en
demi-finale de notre groupe, mais bon, dans des conditions particulières, mais on ne va pas revenir sur ça. Mais c'est vrai que le groupe a fièrement représenté dignement la Martinique et les garçons ont justement, les U14 ont été champions de la Caraïbe de cette compétition-là aussi. Donc, il y a un travail qui se fait et régulièrement, que ce soit chez les garçons, il y a peut-être 3 ou 4 qui partent régulièrement, ou à défaut de partir, on a un CFA, un centre d'élite régional en Guadeloupe avec les meilleurs Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, ce sont des lycéens aussi. Ok, à 7 minutes de la fin, je vous posais une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué, l'homme dont vous voudriez parler là? L'homme. Enfin, on a parlé déjà d'hommes, hein, on a parlé des papas notamment, mais est-ce qu'il y a un homme dans le domaine qui est le vôtre, ou bien n'importe lequel? Charlène? Bon, je dirais... Pelé, au hasard. Non, je dis n'importe quoi. Non, dans le domaine effectivement sportif, je dirais effectivement footballistique, Pelé, le roi Pelé, c'est vrai que ça a été une référence. Non, mais c'était une suggestion, mais c'était non, pas... Non, mais par rapport au sport, au foot, et puis effectivement, je dirais au niveau, je dirais Mona. Mona, oui, c'est une des stars de notre émission. Il est assez régulièrement, pas tout le temps, mais il est assez régulièrement cité. Mona, pourquoi? Ah ben déjà, le personnage qu'il a été, et puis la transmission, ce qu'il a apporté, et puis les messages dans ses chansons. Qu'est-ce que tu retiens, donc, ces messages? C'était quoi, ces messages? Eh bien, je dirais plus... l'authenticité. L'authenticité, je dirais la vraie vie, la vie de martiniquaise. Voilà, c'est ça. Quel est l'homme dont tu voudrais parler, l'homme qui t'a inspiré, l'homme qui t'a marqué, l'homme à qui tu voudrais rendre hommage? Alors, de manière vraiment très personnelle, mon mari, oui. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui me soutient depuis très très longtemps. Et je pense que voilà, sans lui, je ne pourrais pas faire toutes mes formations, tout ce que j'arrive à faire, parce qu'on est vraiment dans un partenariat de vie. Et puis, par exemple, il s'occupe des enfants. Absolument. Il te dit va. Exactement. Dans une période où tu dis mais tu as pas assez travaillé, vas-y. Voilà. Oui, mais tu devrais pas faire cette formation. Vas-y, ne lâche pas. Voilà, vraiment, tout le temps. Donc, parce que tu n'es pas obligé. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais tu n'es pas obligé de faire toutes ces formations. Non, absolument pas. Mais pourquoi tu fais ça? Mais parce qu'en fait, j'ai besoin. Voilà, alors, j'avoue qu'à chaque fois, je dis, il y a des copines qui me disent, Gladys, à chaque fois tu me dis ça, mais tu recommences. Je dis, je vais me calmer. Tu as besoin d'apprendre. Mais voilà, mais après, voilà, ça repart. Hein. Donc, je suis obligée de me temporiser moi-même. Ouais. Donc, mon mari pour ça. Après, on va dire que dernièrement, cette semaine, il y a un homme qui a retenu mon attention. Donc, c'est ce qu'on a sur la place publique. Hein, c'est l'homme paille parce que c'est en ce moment, il y a la bourse. Il y a la bourse et je trouve intéressant qu'un Martiniquais essaie de redonner ce qu'il a reçu. Oui. Voilà. Et alors, pour parler encore des formations, parce que j'y ai fait allusion très rapidement, tu es un référent. Au niveau du lycée Joseph Zobel aussi, tu co-animes le club Belay, tu co-animes le club Jardin, tu co-animes le club Le Grenier de Zobel. C'est quoi d'ailleurs le Grenier de Zobel? Alors, le Grenier de Zobel, en fait, c'était une idée qui provenait de ma documentaliste, Madame Jeanne. Et le but était notamment de faire du lycée une référence en termes de semences. Donc voilà, de vraiment récolter les graines rares ou moins rares et de faire véritablement une banque de données, une banque de semences dans un monde où on parle de développement durable, où on parle justement de changer notre manière de consommer. On pensait que c'était une façon aussi d'aborder la biodiversité avec les élèves en partenariat avec le Conservatoire botanique de la Martinique. Et puis tu as travaillé aussi à la réalisation d'une mallette pédagogique autour donc ça s'appelle Good Food Style. Oui. Donc j'imagine sur la santé, la nutrition. Voilà, c'est effectivement donc il y a des clips qui ont été produits donc à l'époque un petit peu des clips avec un style musical un peu jeune. Et le but c'était de sensibiliser effectivement les jeunes à la malbouffe. Donc c'est vraiment ça et parce qu'on a un véritable problème de santé publique concernant donc le rapport à l'alimentation et notamment l'obésité en Martinique.
Et il fallait justement trouver des façons d'utiliser ces clips-là, mais de manière pédagogique. Donc c'était vraiment, j'ai travaillé sur l'exploitation pédagogique des clips. Et tu fais de l'encadrement de tes collègues? Oui. Sur quoi? Sur quelle thématique? Alors, je fais de l'encadrement donc, de jeunes collègues, donc des collègues qui viennent de passer les concours, qui sont en stage. Donc en fait là, je les accompagne en fait, dans leur parcours pour les faire acquérir les compétences professionnelles. Voilà, d'un professeur. Et puis sinon, j'animais des ateliers de démarche de projet, donc comment monter un projet avec sa classe, avec ses élèves, sur aussi des ateliers pédagogiques, donc comment trouver des manières innovantes voilà, d'enseigner. C'est vraiment ça. Ok. Jingle, le mot de la femme. Il nous reste un peu plus de 2 minutes avant la fin de notre émission. Ça a été? Oui, c'est passé vite, effectivement. C'est passé vite, hein, j'avoue, on n'a pas tout dit, on a parlé de plein de choses. C'est quoi la suite pour toi, Gladys? Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi? Qui nous projette dans une perspective Alors la suite, je continue à augmenter en compétences. Moi, je souhaiterais vraiment devenir bilingue. C'est mon objectif, espagnol, anglais, dans un premier temps, puis après espagnol. Donc on fait les choses au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que j'accompagne les classes européennes et c'est vrai que j'aurais aimé augmenter ma compétence langagière dans une langue étrangère. Oui. Et puis continuer à accompagner les lycéens et voir les étudiants, en tout cas les jeunes de mon pays, quelle que soit la forme, que ce soit au niveau de mon métier ou en dehors de mon métier, continuer cet engagement auprès des jeunes parce que je crois on a quand même une jeunesse qui peut nous faire sourire, on peut être fiers parce qu'on a des jeunes qui s'accrochent, qui bossent et qui en ont dans la tête, vraiment. Parce qu'on a beaucoup insisté sur les difficultés qu'ils ont, pas pour les stigmatiser, c'est ça. Pour parler de cette fameuse réforme, mais ils sont attachants. Absolument. Et donc, et ça, c'est, tu disais tout à l'heure que tu aurais fait pareil, mais voilà, tu as envie de continuer pour eux parce qu'ils ont des qualités. Ils ont des qualités et puis ils ont besoin que les gens, des personnes leur fassent confiance. Oui. Je crois que c'est ça. Et qu'on s'intéresse vraiment à eux, avec le cœur. C'est ça. Le mot de la femme, ce serait quoi, Charlène? J'ai la chance de vivre de ma passion et de transmettre. Je suis de naturel optimiste. Je dis quand même, chers parents, de ne pas hésiter à faire pratiquer le foot féminin. C'est une pratique communautaire. Et voilà, on a vu quand même, on a Wendy Renard comme référente. Et puis, on espère que le football, d'une manière générale, aura encore de beaux jours. Si on a besoin, si des parents auxquels tu fais appel là, voudraient avoir des renseignements, il y a un site internet? Il y a le site de la Ligue de football, donc tout est indiqué, ou ils appellent, il n'y a pas de problème. Je me ferai un plaisir de répondre à leurs interrogations. Ok, en tout cas, merci beaucoup Charlène. C'est moi qui te remercie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de Forme. Merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs de Zitata, de nous avoir suivis. On a rendez-vous le mardi à 20h05 avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes que mes 2 invités du jour. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Femme. 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 Femme.